Bonjour YouTube, bienvenue dans cette deuxième partie de séance de questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes toujours le mercredi 1er avril 2026. Il est 15 h, Gérard Larcher s'installe au plateau du Sénat et va ouvrir donc la séance de questions d'actualité au gouvernement. 17 questions aujourd'hui, nous sommes gratifiés de l'honneur d'avoir une question RN. Ouh. Et nous allons pouvoir avoir des questions qui devraient tourner grosso modo de ce que j'ai vu sur la carte scolaire, sur le cadmium, sur les agriculteurs, certainement sur les collectivités locales aussi. Bref, accrochez-vous. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Ah, il n'y a pas d'hommage cette semaine. Nous sommes retransmis en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Sassy, abonnez-vous. Il faut respect, bien sûr, des uns et des autres, mais aussi du temps de parole, à ne pas oublier. N'est-ce pas, Gérard ? Immédiatement la parole à notre collègue Hervé Gillet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et on commence avec une question des socialistes qui devraient parler de la carte scolaire, si j'imagine, enfin si j'ai bien compris. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Oula, la caméra. Nous ne pouvons pas nous contenter d'accompagner la baisse démographique. Nous devons réfléchir à l'organisation de nos territoires dans l'intérêt des élèves. Cette phrase est celle d'Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale. Des paroles restées vaines. En Gironde, 151 fermetures de classes pour seulement 58 ouvertures. Le Sud-Gironde, le Libournais et le Médoc sont particulièrement touchés. Chaque école à Pauillac subit une fermeture de classe, une situation intolérable. Je veux ici saluer les maires et leurs équipes municipales, élus il y a à peine 15 jours, dont le répit aura été bref. Dès le lendemain des élections, certains découvrent un projet de fermeture. Ces décisions fragilisent surtout les zones rurales où l'impact est évidemment dramatique. Vos décisions reposent uniquement sur les effectifs, au mépris des réalités locales. À Podinsac, la fermeture d'une classe est justifiée par la seule baisse de 3 élèves. À Villegouge ou encore à Noyant, les effectifs augmentent. Des familles s'installent et pourtant les fermetures restent envisagées. Ailleurs, des classes à 3 niveaux surchargés sont créées. Au lieu d'améliorer l'encadrement, vous dégradez les conditions d'apprentissage. Et pendant ce temps, au collège Aliénor d'Aquitaine, à Bordeaux, près de 1700 heures de cours n'ont pas été assurées depuis septembre. Comment pouvez-vous à la fois fermer des classes et ne pas garantir les heures de cours ? C'est la défense de notre école publique qui est en jeu. Mon collègue Jean-Luc Fichet vous a récemment interpellé pour un moratoire immédiat sur les fermetures de classes en milieu rural. Que répondez-vous, Monsieur le ministre, à cette colère récemment exprimée ? Ah bah on l'a entendu du côté de l'Assemblée nationale. Si on ne supprimait pas des classes, on n'aurait plus de problème de recrutement. Donc bien sûr qu'il faut maintenir les problèmes de recrutement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, C'est ce qu'il a dit, Édouard Geffray, il n'y a pas plus longtemps que 3/4 d'heure. Voilà, excusez-moi. D'abord, il y a une réalité démographique sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention plusieurs fois, et dans cet hémicycle et dans l'autre, sur lequel nous devons impérativement ouvrir les yeux très très vite, parce que nous sommes face à un mur démographique. Je me permets d'insister là-dessus. Nous avons aujourd'hui 25% de naissances en moins par rapport à il y a 15 ans. Autrement dit, nous allons perdre dans nos écoles, et nous commençons à les perdre, une génération tous les 4 ans. Nous sommes partis pour au moins 20 ans. C'est-à-dire que le système éducatif, dans 20 ans, comportera 25% d'élèves en moins par rapport à il y a quelques années. Votre département, hélas, n'est pas en reste, puisque en Gironde, vous avez perdu 8000 élèves depuis 2017, mais vous allez en perdre quasiment 3000 à la rentrée. Donc nous sommes sur un phénomène qui, en plus, s'accélère. Par rapport à ça, vous avez raison, et je le partage, il ne faut pas subir, on est obligé d'ajuster au bout d'un moment et de tenir compte de la démographie, tout simplement parce que si nous ne faisons rien, dans quelques années, nous n'aurons plus besoin de professeurs, tout simplement. Donc nous avons besoin d'ajuster les choses, mais il faut aussi construire l'avenir. Construire l'avenir au niveau national, avec le comité des élus locaux que j'ai réuni récemment, avec l'Observatoire des dynamiques rurales et territoriales qui sont désormais sur tout le territoire, et au sein desquels j'ai demandé au DAZEN, avec Laurent Nunez, au préfet, de partager avec les élus locaux à l'échelle de l'intercommunalité, voire moins en fonction de la taille des collectivités, des données démographiques à 1 an, à 3 ans, à 5 ans et à 10 ans. Nous, cette répétition de l'Assemblée nationale. Probablement en début de semaine prochaine, toutes les données démographiques que nous avons à 10 ans, de manière précisément à pouvoir articuler les choses à la fois en termes d'offres scolaires et d'aménagement du territoire. Et puis évidemment, dernier élément, en réponse à ce que vous indiquiez sur les mouvements de population, et vous le savez parce que c'est chaque année la même chose pour le coup au niveau des DSDEN, au mois de juin,
il y aura évidemment des ajustements pour tenir compte des éventuelles installations nouvelles, des éventuelles ouvertures, enfin installations de familles dans des nouveaux chantiers qui seraient arrivés à terme d'ici là. Donc il y aura probablement des ajustements là où ce sera nécessaire. Je vous remercie. Monsieur Gillet. Ah, c'est l'heure du courrier. Monsieur le ministre, nous avons l'un des pires taux d'encadrement de l'Union européenne. Et oui, Alors et que voire la même de moyenne est l'OCDE. à 13,7 enfants par professeur dans l'Europe. Nous sommes à 18,2. En Gironde comme ailleurs, les élèves et les équipes pédagogiques subissent déjà la réalité des fermetures. Il ne s'agit plus de subir, mais d'agir. Moratoire immédiat, moyens pérennes, heures garanties dès maintenant. Mais peut-être que pour le Premier ministre, l'éducation nationale n'est plus une priorité. Eh bien, qui c'est qui a permis au Premier ministre La de parole rester? est à notre Moi, j'ai envie de collègue poser Fabien des Gay questions. pour le groupe communiste, républicain citoyen. Spoiler, c'est les socialistes. Vous avez la parole. Allez, le groupe Merci, Monsieur communiste. le Président, Madame la Ministre, face à l'explosion des prix du carburant, allez-vous faire le choix des intérêts du peuple en plafonnant les marges des profiteurs de guerre ou allez-vous céder au chantage des actionnaires de Total Énergie? Je sentais la question rapide. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'énergie, Madame Maud Bréjon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, face à la flambée des prix de l'énergie, nous avons fait le choix d'aider les secteurs économiques les plus touchés, vous le savez, les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs, suite à tous les échanges que nous avons pu avoir avec eux, parce que derrière, c'est les emplois et le salaire des Français. Je vous remercie. Ah, j'ai oublié de lancer Gay. le chrono. Putain. Bon, bah, je crois que c'était 15 secondes aussi. Oh là 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 là. Madame la Ministre, Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ouais, avec un En peu de lag. 2018, l'augmentation Il lag, Gérard drastique Larcher. du prix des carburants avait conduit à l'explosion de la colère sociale et à la naissance des Gilets jaunes. 8 ans après, nous sommes dans la même situation et vous n'avez rien appris de vos erreurs. Il faut 100 € pour faire un plein. Le pouvoir d'achat des travailleurs, des retraités, des artisans, des agriculteurs, des habitants des territoires ruraux comme des quartiers populaires éloignés des transports en commun, en bref, les personnes essentielles de notre pays, est asphyxié. Bientôt, il coûtera plus cher aux travailleurs de se rendre à leur travail pour un SMIC à 1 443 € plutôt que de rester à la maison. En même temps, Total Énergie annonce tranquillement 1 milliard d'euros de profit rien que pour le mois de mars. Ce super profit est dû à l'achat de 70 tankers remplis de pétrole provenant d'Arabie Saoudite à un prix d'avant le déclenchement de la guerre israélo-américaine. C'est donc de la pure spéculation et un braquage d'1 milliard d'euros prélevés directement sur le dos des Français qui remplissent leurs réservoirs. C'est une honte et une provocation. Face à ce scandale, nous avons déposé une proposition de loi claire et concrète. Transparence totale des marges des distributeurs et des raffineurs, blocage des prix à la pompe et baisse immédiate de la TVA sur les carburants. Madame la ministre, êtes-vous prête à examiner cette proposition de loi dans un meilleur délai? Car il vous faut choisir, Madame la ministre, entre le peuple ou les actionnaires. Pour une fois, changer de camp, arrêter d'être obsédé par la sauvegarde des intérêts privés et gouverner enfin pour l'intérêt général. Bon, on va voir la réponse de la ministre. La du parole est à coup. notre collègue Daniel Fargeot pour le Non. groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, sous les huées, les Mais pourquoi la insultes, ministre, elle répond pas? Elle avait encore 1 vas-y, minute dégage, 45. les casse-toi, mais aussi les fais attention à toi, tu vas le payer, on sait où tu habites, et parfois jusqu'aux menaces de mort. Voilà comment sont sortis de l'hôtel de ville une centaine de maires battus aux élections municipales. Après que les victimes ont eu le courage de parler, une grande majorité s'indigne. Collectivement, nous affirmons avec gravité que ces comportements qui flirtent avec le hooliganisme n'ont pas leur place en République. Car ce ne sont pas C'est qui? seulement Ah, des c'est femmes et l'Union des centriste, hommes hein, qui c'est sont les visés. députés de François, C'est la sénateurs de fonction François maire Bayrou. qui hein. est salie. C'est l'autorité républicaine qui est fragilisée. Voilà, Alors parce oui, que monsieur François le Bayrou a ministre de perdu, donc l'Intérieur, voilà, vous faudrait avez faire une agi minute de pour silence. judiciariser ce qui devait l'être et rappeler quelle famille politique se vautre dans ses dérives. Mais au cœur de la République, dans nos communes, l'émoi, l'angoisse et la vulnérabilité des élus Ah bah locaux si, ils ont leur demeurent chef. plus vifs que C'est jamais. juste que derrière ces scènes. les Paloises et les Palois ont changé de À couleur Mantes-la-Jolie, politique. à Vaux-en-Velin, à Creil et jusque dans des petits villages comme Montcontour dans les Côtes-d'Armor.
Combien de quolibets subis en silence? Combien de dégradations jamais signalées? Bientôt, 3000 atteintes seront recensées, ce sera près d'une commune sur 10. Monsieur le ministre, comment entendez-vous marquer solennellement aux élus battus dans les urnes et conspués dans l'enceinte de la maison commune que la République ne les abandonne pas et qu'elle respecte envers et contre tout ceux qui la servent? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. La question pas du tout chargée de sel. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous avez raison évidemment de souligner les scènes, enfin la gravité des scènes à laquelle nous avons assisté au moment de ces passations de pouvoir, Gravité des scènes. où des maires ont été... S'ils peuvent pas tanker de se faire huer une fois dans leur vie, par les policiers et qu'ils arrêtent de se présenter en municipaux, politique. Hein. L'hôtel de ville, la mairie. Évidemment, ces scènes sont inacceptables. C'est Oh un là peu là. à l'image de ce qu'a été la campagne des élections municipales. Oh là là. Je dois le dire. Les élections se sont bien Ah passées. oui, Je tiens. remercie encore les Oui. fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et l'ensemble des Écoutez, élus locaux monsieur qui le ont participé. sénateur, tout Mais ceci la campagne est s'est effectuée inacceptable. dans un climat Et je qui est condamne sécuritaire. les violences On a eu, avec beaucoup de je le dis gravité. Ici, à ce micro, la semaine passée, il y a eu 130 faits qui ont été judiciarisés et qui correspondent à des atteintes pendant la campagne électorale. Et les atteintes aux élus locaux sur une année entière, c'est environ 2500 atteintes. Et c'est assez stable et c'est assez inquiétant. Alors face à cela, monsieur le sénateur, la réponse, elle est d'abord évidemment juridique. On a renforcé les dispositifs. Il faudrait regarder les La anciennes loi VOD pour voir 2024 ça. qui permettent d'assurer une protection renforcée des élus, des maires, avec des sanctions pénales qui, quand il y a violence, sont identiques à celles qu'on applique quand il y a des atteintes aux forces de sécurité intérieure. Et puis il y a des dispositifs de protection hein, que l'ensemble des Ah, mais je dis ça sénatrices et sénateurs connaissent bien. le Les maires peuvent futur, s'adresser au préfet, faire l'objet d'une évaluation, bénéficier de boutons d'alerte. Plus ou moins Ces long terme. dispositifs ont été généralisés, ça permet d'avoir un accompagnement des élus. Il y a des appels dédiés aussi qui permettent de traiter en prioritaire un appel téléphonique quand il y a une alerte. Donc on a un dispositif robuste, il est là. Mais vous avez raison, je vous rejoins. Il n'y a pas que le droit, il n'y a pas que les lois, il n'y a pas que les règlements. Il y a sans doute aussi un état d'esprit nouveau à bâtir dans la vie démocratique. Il y a une forme de radicalité. On sort à l'instant des questions d'actualité à l'Assemblée nationale avec Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement. C'est parfois un peu violent. Il y a des propos qui sont tenus qui ne devraient pas l'être en démocratie. Ah oui, Et tu parles j'ai des la faiblesse de députés penser que d'outre-mer parfois, ils qui trouvent une traduction critiquent sur l'espace effectivement public, sur la voie l'abstention publique. de la Donc, il faut France du quant à la droit, des lois, reconnaissance une protection pour les élus, de mais aussi l'esclavage comme une discussion qui crime, condamne, comme nous le faisons pire crime très contre fermement, l'humanité. qui condamne Oui, très c'est sûr que fermement ça cette c'est violent. Hein. Ouais, Monsieur ouais, ouais. Fargeot. Ah là 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 là. Oui, monsieur le ministre. Alors, les élus sont vraiment dans l'attente de mesures fortes et symboliques et il faut absolument réaffirmer le respect de la fonction et l'autorité de l'État dans ce pays. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Anne Souiris pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Les écologistes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, en vérité, l'ANSES nous le dit sans ambiguïté. Il y a une bombe sanitaire dans nos assiettes. Le cadmium, classé comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Après les médecins, l'ANSES sonne l'alarme. La population française est 3 à 4 fois plus exposée à cette substance que les autres Européens. Enfin, 100% des enfants testés Annie Genevard qui va représentent une répondre. exposition critique Elle va encore au cadmium exploser. selon les normes sanitaires en vigueur. Ce toxique touche en particulier les femmes. Et selon les dernières études, il serait responsable de l'épidémie de cancer du pancréas, dont le taux de létalité de 90% est particulièrement élevé. Madame la ministre, vous dites ce matin, il faut revenir à la raison. Le sujet est traité au plus haut niveau de l'État. L'action du gouvernement s'inscrit dans l'étude de l'ANSES qui confirme la pertinence de notre action. Mais quelle action, Madame la Ministre? Quelle action? L'ANSES recommande depuis 2021 de réduire la principale source de cadmium, sa présence dans les engrais phosphatés. Le gouvernement préparait un arrêté en ce sens en 2023. Aujourd'hui, nous ne voyons rien venir. Que nous vaut autant de lenteur face à une épidémie toxique avérée? Enfin, plus de 300 études montrent que le bio contient moins de cadmium, mais comme il n'y a pas d'études françaises, on se dit, est-ce vrai en France? Dans ce cas, si la France est une exception, comment expliquez-vous que le gouvernement n'ait diligenté aucune étude pour caractériser la différence de risque entre produits de l'agriculture biologique française et ceux de l'agriculture conventionnelle? Merci.
Pour vous répondre, la parole... On est tous empoisonnés, mais Annie Genevard va nous dire que la sénatrice instrumentalise et surtout conflictualise les questions, hein, bien sûr. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Annie Souiris, la question de l'exposition au cadmium est une question, d'une part, tout à fait légitime, et je vous remercie de la poser dans l'actualité du moment, et puis elle est prise très au sérieux, et en effet, au plus haut niveau de l'État et du gouvernement. Nous agissons, puisque nous avons pris des textes réglementaires, un arrêté et un décret qui sont actuellement à l'étude au Conseil d'État, qui va rendre ses conclusions probablement dans quelques semaines, en tout cas durant le mois d'avril, c'est ce que l'on nous dit. Et l'avis du Conseil d'État sera naturellement examiné avec attention et suivi des faits. Alors, la saisine de l'ANSES rejoint la préconisation du gouvernement, à savoir qu'il faut en effet réduire la part de cadmium dans les matières fertilisantes. Je voudrais dire au passage, Madame la sénatrice, que les agriculteurs font des efforts. Ils en seraient capables, l'hydraulistes, de créer France Cadmium et son numéro vert. A diminué très substantiellement depuis plusieurs années, si d'un quart. Mais elle bafouille sur le chiffre parce qu'elle n'en a pas à donner. Parce que ça n'a pas baissé. Que ces préconisations de diminution progressive vont pouvoir permettre aux agriculteurs d'adapter de façon pérenne leurs pratiques agronomiques. C'est indispensable. Vous dire enfin, Madame la sénatrice, que mon ministère, soucieux d'une alimentation saine et équilibrée, conduit un certain nombre de contrôles en grand nombre et particulièrement sur cette question du cadmium, et peut attester de la conformité de 99,5% des produits contrôlés. Donc quand vous parlez, je crois que sur les questions agricoles de façon générale, je pense qu'il faut les traiter rationnellement, avec mesure, en prenant en compte la complexité des sujets, en évitant de stigmatiser. Lorsque j'entends certains parlementaires, pas dans cette enceinte, il faut conclure, pas dans cette enceinte, qui crient au scandale et qui montrent du doigt l'élevage, la consommation de pain, de riz, de pâtes, de céréales, qu'allons-nous manger? Notre agriculture est une belle agriculture. La réponse qui conflictualise. Ah là 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 là. Alors, Madame la Ministre, j'entends votre réponse. J'entends aussi que vous dites un décret est prêt. Bon, un décret est prêt depuis 2023, nous ne l'avons toujours pas vu. Et pourtant, il faut agir vite, passer dès maintenant à une norme de 60 microgrammes par kilo et prévoir une progression beaucoup plus rapide. Certainement aussi tenir bon face au lobby, parce qu'il s'agit de ça. Et enfin, sur le bio, vous ne m'avez pas répondu, et c'est bien dommage. C'est vraiment le sujet qui nous aurait intéressés. Merci. Bah oui, mais elle, ça ne l'intéressait pas. Notre collègue Christian Cambon pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui n'est pas là, mais je fais confiance au ministre de l'Intérieur pour m'apporter une réponse. Vendredi dernier, veille de l'élection du nouveau maire Les Républicains de Fresnes, une bande de voyous cagoulés s'est introduite par effraction au sein de la mairie et s'est livrée à un saccage sans pareil de ses locaux. Tirs de mortier, dégradation, pillage ont causé de très graves dommages à ce bâtiment public ainsi qu'au commerce alentour. Les images de ces violences, largement relayées par les médias, ont suscité un véritable choc et beaucoup de colère, tant auprès de la population que bien au-delà. Grâce à la réactivité des forces de police du Val-de-Marne, que je salue ici, 12 jeunes de 14 à 17 ans ont d'ores et déjà pu être interpellés. Les autres sont actuellement recherchés, ainsi que les commanditaires qui ont utilisé ces jeunes à des fins d'intimidation. Alors, Monsieur le ministre, les Français sont exaspérés. Ils sont exaspérés par toutes ces agressions inacceptables dans un État de droit. Alors, bien sûr, il convient de mettre en avant la responsabilité des parents, qui reste nécessaire, mais cela est insuffisant,
si l'on ne donne pas à la justice les moyens d'une réponse pénale adaptée à ces dégradations d'une exceptionnelle gravité commises par des mineurs. Or, le ministre de la Justice l'a souligné à de nombreuses reprises, la justice pénale des mineurs est à bout de souffle. Elle n'est plus en mesure d'apporter une réponse à tous ces actes de violence. Dès lors, Monsieur le ministre, quelle réforme d'envergure entendez-vous enfin porter pour retisser le lien de confiance entre la justice et les Français qui doutent trop souvent de son efficacité? Et concrètement, quels moyens de prévention, mais aussi de sanction, comptez-vous mettre en œuvre pour imposer aux mineurs le respect de l'état de droit et rassurer les Français? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur. Dis-moi que tu es de droite sans dire que tu es de droite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Christian Cambon. Vous avez raison de souligner la gravité de cet acte, intrusion au sein de la mairie de Fresnes par des jeunes gens cagoulés qui ont d'abord lancé des mortiers, puis ensuite des pierres, puis qui sont rentrés par effraction, qui ont été heureusement dissuadés par le déclenchement du système d'alarme et qui ont eu le temps de commettre les dégradations graves que nous avons toutes et tous vues à la vidéo. Je veux saluer moi aussi à mon tour, évidemment, les efforts qui ont été menés en termes d'investigation par la Sûreté territoriale du Val-de-Marne, de la préfecture de police, qui a permis d'identifier très rapidement une partie de ces auteurs et en interpeller un certain nombre, 10 pour être précis. 2 se sont présentés ce matin au commissariat. Ils sont effectivement âgés, vous êtes bien informés, de 14 à 17 ans. Et 6 d'entre eux étaient déjà connus des services de police. 6 d'entre eux. Et donc, évidemment, c'est le cœur de votre question, cela interroge sur la réitération de ces faits, en tout cas des réitérations de faits de violence. Ce que je peux vous dire, monsieur le sénateur, c'est que pour ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, ce genre d'acte ne reste jamais impuni. Il y a toujours des interventions, des interpellations. Quand nous en avons connaissance, en direct, les forces de l'ordre interviennent. Et évidemment, il y a des investigations judiciaires qui sont menées quand ça n'est pas le cas. Et c'est ce qui a permis ces interpellations. Et évidemment, le profil de ces jeunes interroge. On peut se demander comment cela est possible qu'ils réitèrent à nouveau. La police peut beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout. La police ne connaît pas l'excuse de minorité. Tout le monde est interpellé. Mais il y a évidemment des réponses qui se trouvent ailleurs que dans la réponse uniquement policière. Il y a effectivement des réponses qui portent sur la prévention, sur l'implication des associations, sur l'éducation nationale. On y travaille avec le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Et évidemment, se pose aussi la question de la réponse judiciaire. Je crois que le garde des Sceaux s'est prononcé très clairement sur ce qu'il pense de l'excuse de minorité. Et le ministre de l'Intérieur que je suis, à titre personnel, partage la position du garde là-dessus. Il faudra un jour revenir sur les dispositions pénales qui s'appliquent aux mineurs. On le voit bien avec les faits que nous avons connus à Fresnes. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Laure Pinera-Ors pour le groupe de Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Les macronistes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans quelques semaines, notre pays célébrera les 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Fière, la France a pu, à juste titre, se prévaloir sur la scène internationale d'avoir adopté un tel texte, affirmant ainsi son attachement aux valeurs universelles de justice et de dignité humaine. Juste après le sommet onusien, je ne l'aurais pas dit comme ça. Un engagement moral de la République, un acte de vérité à l'égard de l'histoire et surtout une reconnaissance attendue par les populations ultramarines. C'est pourquoi nous, peuple ultramarin, vivons comme une trahison l'abstention de la France aux Nations Unies lors du vote de mercredi dernier, le texte reconnaissant la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme étant les plus graves crimes contre l'humanité. Le gouvernement a évoqué son refus de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Soit. Toutefois, cette position ne saurait occulter la réalité historique et mémorielle vécue dans nos territoires. Pour les Guyanais, absolument pour les historique, Antillais, pour une les sénatrice Réunionnais, macroniste qui pour engueule le gouvernement. Cette réalité est indéniable, celle de l'ampleur de l'esclavage, de sa durée, près de 400 ans, de sa brutalité, près de 6 millions de morts, de son caractère systémique et de ses conséquences encore visibles aujourd'hui. Vu de l'extérieur,
Cette abstention donne le sentiment d'un recul, d'une ambiguïté, voire d'un manque de clarté et de sensibilité sur un sujet aussi grave. L'esclavage n'est ni secondaire ni symbolique. Sur un tel sujet, la République ne peut se permettre ni d'oublier plus de 7 millions de ses concitoyens, ni de les laisser sans explication. Ma question est simple, Monsieur le ministre. À la veille du 25e anniversaire de la loi Taubira, comment le gouvernement entend-il réparer ce signal regrettable envoyé aux populations ultramarines par cette abstention et réaffirmer devant le monde entier cette reconnaissance pleine et entière? Je vous remercie. Waouh! Une sénatrice macroniste qui engueule le gouvernement, c'est absolument historique. C'est dire à quel point ils ont merdé à l'ONU. Merci, Monsieur le Président. Je suis choqué. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, j'entends bien votre message. J'avais d'ailleurs été très sensibilisé par le président Patriat il y a un peu de temps. Je m'exprime ici, évidemment, au nom de Jean-Noël Barrot, qui Giflu, ouais. pour vous dire au fond deux choses. J'entends ce que vous dites, mais je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté de la part de la France dans la position. On sent que c'est la fin du macronisme. Comme les autres pays de l'Union européenne, la France s'est abstenue sur le texte proposé par l'Assemblée générale des Nations unies sur proposition du Ghana, pour une raison extrêmement simple, c'est que le texte parlait de l'esclavage comme le pire des crimes contre l'humanité. Et la position de la France, comme celle de l'ensemble des pays de l'Union européenne, est de dire au contraire qu'il ne peut pas y avoir, et vous l'avez dit, rappelez vous-même, de hiérarchie dans les atteintes à la dignité humaine, aux droits de l'homme, sinon ce serait créer une hiérarchie entre les victimes. Et donc il y a cette idée, simplement, que nous respectons évidemment cette égalité, si je puis dire, entre les victimes, mais ça ne veut pas dire, et je veux vous rassurer sur le sujet, que la France quelque part prendrait distance avec la lutte contre l'esclavage et la mémoire contre la lutte, sur la lutte contre l'esclavage. Et je veux vous rappeler très, très rapidement que, vous l'avez dit vous-même, il y a 25 ans, la loi Taubira a été votée. La France est le premier pays au monde à avoir reconnu comme crime contre l'humanité la traite et l'esclavage. Nous avons, en 2019, là aussi, créé une fondation pour la mémoire de l'esclavage qui travaille à faire progresser la connaissance historique, à entretenir la mémoire des victimes et contribue de ce fait, d'ailleurs, à la lutte contre les discriminations et le racisme dans les sociétés contemporaines qui sont les nôtres. Et enfin, je veux vous le dire, nous inaugurerons bientôt un mémorial national des victimes de l'esclavage à Paris. Ça va effacer l'abstention la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée. Ce ne sera pas d'ailleurs uniquement muséal. Je suis rassuré. De faire vivre cette mémoire, notamment dans les pays toutes celles et ceux qui sont morts vont pouvoir enfin reposer au paix grâce à ce mémorial. Donc la position de la France est claire. Elle est nuancée effectivement sur ce vote, mais elle correspond au fond à une vérité d'évidence. Il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre les victimes de l'esclavage et les autres. Merci. La parole est à notre toujours aussi catastrophique. Vanina Paoli-Gagin pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Le retour de Vanina Paoli-Gagin pour les Indépendants. Monsieur le ministre, la situation dans le détroit d'Ormuz nous rappelle que nos dépendances ont des conséquences très concrètes pour le pouvoir d'achat des Français. Réindustrialiser le pays, accélérer la transition écologique, ce n'est pas qu'un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu de cohésion sociale. Dans cette perspective, l'économie circulaire est l'orientation stratégique par excellence. Elle allie réindustrialisation décarbonée et réduction de nos dépendances aux matières premières. C'est le cas du textile, Monsieur le ministre. Opérationnellement, le recyclage permet non seulement de valoriser les textiles usagés, de mettre fin aux cimetières toxiques de la mode éphémère, mais aussi de recréer en France l'amont de la chaîne de valeur avec la matière première par la collecte, le tri et la filature. Notre intérêt bien compris est donc de structurer une filière industrielle. 2 acteurs majeurs du recyclage sont prêts à investir dans l'Aube, mais ils attendent que l'État clarifie sa politique de rétribution dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, pilotée par l'éco-organisme Refashion. Un premier projet, Coléo, a déjà été annoncé au sommet de Choose France en 2025. Un autre est en gestation, avec attendu plus de 800 emplois sur le territoire aubois, ce qui serait enfin une excellente nouvelle pour cette filière en crise. Ces 2 projets d'envergure nationale, voire européenne, doivent voir le jour. Et en cohérence avec les apports du Sénat à la proposition de loi dite Fast Fashion, des engagements de l'État sont attendus sur l'intensité des aides, tant à l'investissement qu'au fonctionnement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que la révision de la REP textile sera effective avant l'été? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la transition écologique, Monsieur Mathieu Lefèvre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Merci pour votre question qui rappelle à juste titre combien l'économie circulaire est aussi un enjeu de souveraineté et un enjeu également industriel important. Et je salue votre intérêt sur cette question. La filière d'économie circulaire du textile est en crise puisque, comme vous le savez, elle trouve une majorité de ses débouchés à l'export et que ceux-ci sont de moindre importance aujourd'hui du fait de l'essor de la fast fashion qui les rend beaucoup moins compétitifs, si bien que la filière elle-même est en crise. Face à cela, le gouvernement a pris des mesures d'urgence immédiates, d'abord en relevant le coût de soutien au tonnage pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils sont nombreux, ils font un travail très important dans cette filière, à hauteur de 268 € la tonne. L'arrêté est paru la semaine passée. Mais cette mesure de court terme n'écarte pas les réponses de long terme que l'on doit apporter et elle passe en effet par le développement de capacités industrielles sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle la refondation de la REP a été enclenchée. Le nouveau cahier des charges sera présenté dans la première quinzaine du mois d'avril et il prévoira, Madame la sénatrice, un soutien différencié à la collecte et au tri en fonction de la performance environnementale, mais aussi en fonction de la rationalité économique et de la performance économique des acteurs, de façon à ce que nous puissions dégager des marges de manœuvre d'investissement pour nous doter sur le territoire national de capacités industrielles et d'aider les porteurs de projets, car ils sont nombreux, vous en avez mentionné un et il y en a d'autres, à s'installer sur nos territoires pour recycler français et pour produire français sur la base de ces produits recyclés. Je puis vous assurer également que les collectivités territoriales seront pleinement associées à cette refondation. Tu as raté des sacrés dingueries si tu arrives le plus rapidement possible à l'issue de la période de consultation obligatoire qui démarrera à compter du mois d'avril, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Les collectivités locales, la région Grand Est en tête, sont volontaires, vous le savez, et les acteurs de la filière attendent beaucoup. Donc, nous vous attendons. Merci. Vous nous attendez. La parole est à notre collègue André Guiol pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Ah, les sociodémocrates. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel. La construction intercommunale souffre d'un manque de représentativité des communes rurales au sein de leur EPCI. Cette situation génère des dysfonctionnements que Madame la présidente Maryse Carrère et le sénateur Jean-Marie Mizzon ont pointés dans leur excellent rapport sur les collectivités territoriales. J'ai relevé que des maires peuvent ne pas siéger dans le bureau de leur EPCI, pourtant organe exécutif de ces structures. Il a été nécessaire pour y pallier de créer des conférences des maires sans aucun pouvoir. Que les assemblées intercommunales ont une représentation écrasante des communes les plus peuplées, au détriment bien sûr des communes rurales. Sans compter qu'un maire peut voir un ou plusieurs de ses opposants au sein de son conseil municipal diriger son EPCI. Ainsi, la construction intercommunale aura échappé aux maires ruraux. Si la population... Ah, on a perdu le Sénat. Vous êtes toujours là? Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, je mets en pause pour réparer ça. Voilà, c'est bon. On reprend. Sur des valeurs locatives. Ça a été long, hein, YouTube. On est passé à Sophie Prima. Incompréhensible et souvent donc, du coup, là, on n'a plus le contrôle de rien. Ces mêmes bases injustes servent toujours à calculer la taxe foncière. Vous aviez promis une réforme de fond, elle est indispensable, mais elle tarde. À l'automne dernier, vous avez proposé une simple mise à jour technocratique de ces bases. En considérant que tous les logements ont désormais tous les éléments de confort de base, vous ajoutez quelques mètres carrés imposables sur la base... Non, oui, elle est plus porte-parole du gouvernement. Elle est redevenue sénatrice. Mais sans jamais traiter depuis un moment d'ailleurs, depuis le Cornu en fait. Le résultat, ce sont 500 millions d'euros d'impôts supplémentaires annoncés qui pèseront de nouveau sur les seuls propriétaires. Une réforme de rendement, mais pas de justice fiscale. Face au tollé, à l'approche des élections municipales, vous avez heureusement ajourné.
Le 27 novembre dernier, ici même, en répondant au président d'Arnaud, le Premier ministre a indiqué Il y a changer des de petits méthode. freeze frame trouver un chemin sur nouveau, l'image. La régie, elle n'est pas mystérieuse complètement rétablie. dose de territorialisation. Accrochez-vous. Alors, Madame la Ministre, où en sommes-nous? Tout indique que votre nouvelle nous proposition, sommes au Sénat. comme celle de l'automne, se limite à une simple actualisation, avec en bonus la possibilité pour les maires d'appliquer ou non cette actualisation. Est-ce cela votre conception de la justice fiscale? Où est passée votre ambition réformatrice? Allez-vous engager une vraie refonte pour une fiscalité locale juste, lisible, universelle, assurant la juste contribution de chacun? Quand? Comment? Avec qui? Ou alors avez-vous décidé de remettre ce chantier et d'attendre les élections présidentielles? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de vos encouragements et de la clarté de votre propos. Comme vous, je ne suis pas une fan de la technocratie. C'est pourquoi nous avons entendu lors du Congrès des maires les associations d'élus nous exprimer leur exaspération par rapport à cette méthode, qui était une méthode très simple sans doute, peut-être très efficace, mais ça ne marchait pas très bien. Donc qu'avons-nous fait? Avec Madame Amélie de Montchalin, nous avons réuni les associations d'élus, nous avons également invité les rapporteurs généraux du budget et les présidents de délégations collectivités, et nous avons convenu avec toutes ces personnes extrêmement compétentes que nous changions de méthode. Et que nous allons Ça fait 10 ans qu'on parle de changer de méthode. Madame la Ministre, une méthode à la maille très fine, puisque nous allons travailler au niveau local, Globalement, oui. avec les préfets, les collectivités qui le souhaitent. Parce que, Madame la Ministre, quand même, si les élus sont libres, ils sont aussi responsables. Et si un élu ne veut pas, que les impôts bougent, il faut aussi qu'il nous le dise. Et que je rappelle, vous le savez bien, Madame la Ministre, que c'est depuis 1970 que Elle est plus ministre, hein, tu peux dire Madame la sénatrice. Les valeurs locatives n'ont pas été revues. Alors il y a aussi des solutions très simples qui consistent à dire, et ça a été proposé, que lors d'une vente d'un bien, la révision de la valeur locative devait pouvoir être systématique parce que ce serait absolument indolore. En tout cas, Madame la Ministre, nous nous attaquons à ce chantier avec pragmatisme, réalisme et proximité. Et toutes vos idées sont les bienvenues. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Simon Husa. Ah, moi, j'ai toujours entendu le député Hollande depuis qu'il est de retour à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, il y a 5 jours, un comité de suivi interministériel s'est réuni c'est un socialiste, à la Simon demande Husa. collective de victimes du pédophile et violeur en série Joël Le Squarnec. Quand on est enfant, l'horizon se compte bien souvent en jours ou en dodo, et une durée même brève apparaît souvent interminable. Mais il n'en est plus rien en devenant adulte, et encore moins lorsque l'on se découvre rétrospectivement victime de violences sexuelles. 5 jours, c'est ainsi plus du tiers de la durée effective d'emprisonnement rapportée à chacune des 298 victimes identifiées pour le procès qui s'est ouvert à Vannes en février 2025. Le droit en vigueur revient à donner une prime aux violeurs en série qui cumulent les circonstances aggravantes. Il faudra donc veiller à augmenter le quantum de peine pour les violences sexuelles et reconnaître la sérialité comme une circonstance aggravante. Le médecin Joël Le Squarnec s'est transformé pendant 25 ans, à des centaines de reprises, en méga prédateur dans le silence des produits anesthésiants et de l'inertie des institutions. Notre société n'a pas été à la hauteur avant, pendant et après le procès. La justice a elle-même reconnu qu'il s'agissait d'un impensé. Nous devons tirer les enseignements de ces défaillances à répétition. Nous le devons à Catherine, Sandrine, Vincent, Manon, Anthony, Marion et aux centaines de victimes directes et indirectes. Votre gouvernement prendra-t-il enfin ses responsabilités en saisissant la chambre disciplinaire afin que les responsables concernés du Conseil de l'ordre des médecins rendent des comptes? L'État devrait par le ailleurs gouvernement veut mettre en dissoudre place l'ordre des l'avance médecins frais, aussi. comme pour les attentats, et C'est pas un poisson la d'avril. transmission des listes de parties civiles aux associations d'aide aux victimes. Pouvez-vous vous y engager? Pour vous répondre, la parole est à la ministre Camille Gaillard-Minier. Vous avez la parole, Madame la ministre. Tiens, un nouveau Pokémon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Usena,
Je m'exprime au nom du garde des Sceaux, de Monsieur le garde des Sceaux, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Avant toute chose, permettez-moi de présenter au nom de l'ensemble du gouvernement une Camille Gaillard-Minier, des victimes ministre délégué chargé de vous l'avez l'autonomie et rappelé, des personnes handicapées. Vincent, Catherine et l'ensemble des autres de ce procès effectivement de Monsieur Le Squarnec. Vous l'avez rappelé, le gouvernement effectivement a le devoir impérieux de se présenter aux côtés des victimes et vous l'avez dit, le 27 mars dernier, le collectif des victimes a été reçu au ministère de l'Intérieur dans le cadre du suivi interministériel d'accompagnement des victimes. Évidemment, d'autres enseignements doivent être tirés de cette affaire hors norme et plusieurs actions. Boulogne, Grenoble, c'est à peu près au même endroit. Au procès en appel qui a eu lieu en mai 2025, une circulaire a été prise par le ministère de la Justice en octobre pour permettre un meilleur accompagnement des victimes et une meilleure prise en charge pour éviter que les victimes ne soient les oubliées de la procédure pénale. Mais d'autres actions sont en cours, d'autres chantiers sont en cours, notamment, et c'est demandé par les victimes, sur une prise en charge améliorée, psychologique des victimes, sur l'indemnisation et le suivi dans la durée des victimes, et enfin également sur la diffusion d'un numéro vert dédié le numéro vert au sentiment d'isolement de certaines victimes. Mais au-delà de ces retours d'expérience, il convient également d'améliorer la prise en charge institutionnelle des victimes. Et c'est pour cette raison que dans quelques mois sera mise en place une direction des victimes et des usagers qui permettra de mettre les victimes au cœur du fonctionnement quotidien de la justice, en assurant un pilotage renforcé et une meilleure coordination des acteurs. Pour conclure, si vous voulez, pour l'ensemble de ces actions, un seul et unique objectif qui est de permettre aux victimes d'être davantage aidées, d'être davantage écoutées et d'être davantage considérées. Je vous remercie. Merci. Ça se voit qu'elle est nouvelle en tant que ministre parce qu'elle respecte son temps de parole. Y compris au Sénat. Madame la ministre, le procureur avait parlé du diable. Malheureusement, il y en a plusieurs des diables. Et face au diable, on ne peut pas se contenter d'une approche en silo. Nous devons garder cette approche globale sur les enjeux de santé, sur les enjeux d'enfance, pour éviter aux victimes de subir des doubles ou des triples peines. Ouais, il y a un numéro vert pour les personnes victimes de viol. Que cette dimension ne soit pas oubliée et que les engagements soient à la hauteur du préjudice subi. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Merci, Et Pointereau n'en faut. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale et porte sur la carte scolaire. J'associe ma collègue Marie-Pierre Richer ainsi que de nombreux collègues ici présents. On s'en fout. Récemment, nous avons été réunis par le DAZEN pour évoquer ce sujet et pendant près d'une heure, on nous a expliqué la baisse démographique, la diminution du nombre d'élèves, pour finalement nous annoncer le véritable objet de la réunion, la suppression des postes. C'est incompréhensible car depuis un an, votre administration a orchestré ces fameux observatoires dynamiques de la ruralité, envoyant sur le terrain de véritables VRP pour vendre les RPI, les pôles éducatifs ruraux. Les élus ont joué le jeu et fait des efforts pour aboutir malheureusement au même résultat, à savoir des fermetures de classes malgré vos promesses. Nous constatons que la baisse démographique sert encore et toujours d'argument pour justifier la fermeture des classes en zone rurale. Telle est la logique comptable qui s'impose, froide et méthodique. Dans mon département du Cher, on nous a annoncé 11 suppressions de postes, alors qu'en réalité, ce sont plus de 20 classes rurales qui disparaissent, tandis que l'on propose 9 ouvertures en zone plutôt urbaine. Monsieur le ministre, c'est ce que je cette disais. méthode Voilà, est inacceptable. rassembler encore une fois les classes Il y a tout de même une et éloigner incohérence dans votre politique. les D'un ruraux côté, des le services publics gouvernement encore. multiplie les plans dédiés à la ruralité comme Petites Villes de demain ou zones de revitalisation et de l'autre, vous œuvrez à sa dévitalisation par des fermetures de classes. Monsieur Oui, le parce que ministre, tout ça, c'est de cela la est poudre de contradictoire. perlimpinpin. C'est pourquoi je vous demande de revoir votre copie. Je vous remercie. Oui, monsieur le professeur. La parole est au ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Je ne vais pas revenir longuement sur l'enjeu démographique que je crois tout le monde partage. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Quand on perd une génération tous les 4 ans et que malheureusement la chute de la démographie a été, si je puis dire, anticipée par la France rurale par rapport à la France urbaine,
nous sommes collectivement face à un défi démographique absolument inédit. Je me permets comme ça de rappeler un chiffre, enfin deux. Nous avons les femmes françaises aujourd'hui ont le taux de fécondité de 1916, qui n'était pas l'année la plus remarquable de notre histoire, comme vous le savez. Et nous avons le nombre de naissances de 1942 avec 28 millions d'habitants de plus. Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte partiellement de la démographie. Maintenant, et là où je rejoins complètement, c'est qu'on ne peut pas non plus se satisfaire d'une méthode, dans le fond un peu dictée par l'annualité budgétaire, qui consiste chaque année à revenir vers les élus en disant bah voilà, ça fait moins ceci, moins cela, on ouvre ici, on ferme là, etc. etc. Les observatoires dynamique rurale et territoriale qui sont maintenant généralisés à tout le territoire, parce que la question touche tout le territoire sauf Mayotte et la Guyane, doivent nous permettre de travailler différemment, avec des prévisions à 1 an, à 3 ans, à 5 ans et à 10 ans, désormais. Le deuxième élément, c'est que pour la préparation du budget... Mais c'est un magnétophone, quoi, Édouard Geffray. Nous sommes en train de mettre en place, à titre expérimental, une façon de travailler un peu différente, avec quelques départements expérimentateurs, consistant en fait à partir c'est français, de ça, la expérimentateur prévisible de ce qu'ils croient être une juste carte pour les 3 ou 4 prochaines années, pour essayer d'en déduire un schéma national. Là où aujourd'hui, nous avons quand même une approche qui reste très nationale et qui descend ensuite sur les départements. Donc c'est un peu une inversion de méthode. On va la tester cette année sur quelques départements pour voir tout simplement si c'est réaliste et cohérent. Et ensuite, ça nous permettra d'écrire un peu différemment l'histoire de l'école sur le territoire et en particulier en ruralité. Je vous remercie. Monsieur Pointreau. Oui, Monsieur le Ministre, votre réponse est décevante puisque c'est la réponse d'un comptable qui sort sa calculatrice plutôt que celle d'un ministre de l'Éducation nationale. Ne vous étonnez pas si on voit la montée des extrêmes dans nos communes rurales. On ne fait pas d'économie sur le dos de nos enfants dans la ruralité et vous savez tous que l'école est le meilleur levier pour relever le défi de l'attractivité rurale et pour éviter cette spirale infernale. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Henno pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ma question concerne le déficit des hôpitaux publics et ses conséquences sur l'écosystème des territoires et les délais de paiement vis-à-vis des entreprises fournisseurs. Un rapport conjoint de l'IGAS et de l'IGF estime le montant du déficit des hôpitaux publics à 2,9 milliards pour 2024. Il en résulte un doublement de la dette des hôpitaux publics envers leurs fournisseurs, laquelle dépasserait les 7,5 milliards d'euros. L'incidence sur les délais de paiement est devenue préoccupante puisque les hôpitaux publics payent leurs prestataires dans un délai de 71 jours contre un plafond légal de 50 jours. Le délai de 71 jours est une moyenne, bien sûr. Il est en hausse de 30% en 5 ans. Dans certains territoires, et notamment dans les territoires merci Macron, et d'autres aussi, la situation est plus préoccupante la France à Macron. encore. On parle de plus de 250 jours. Cette situation est économiquement et moralement inacceptable. De nombreux prestataires des hôpitaux dans les secteurs de la propreté, de la sécurité, de la restauration collective sont au bord de la faillite. Madame la Ministre, il n'est pas possible de détourner les yeux ou de buter en touche. Alors ma question est simple. Quelles sont les mesures concrètes que l'État envisage de prendre? Quelles sont les instructions données aux hôpitaux publics pour éviter un drame économique et social vis-à-vis de nombreuses PME et de leurs salariés? Je vous remercie. J'y pensais exactement la même chose. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre Camille Gaillard-Minier. Le retour de Camille. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Henno. Je m'exprime au nom de Madame la Ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Ah bon, elle est où? Nos hôpitaux elle est où, publics, vous l'avez rappelé, sont le cœur battant de notre système de santé, avec l'engagement au quotidien de milliers de soignants auprès de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Toutefois, vous l'avez rappelé, et je le sais, les difficultés des hôpitaux sont nombreuses et les difficultés financières des hôpitaux sont nombreuses. Et vous l'avez rappelé également, avec un déficit cumulé de 2,9 milliards d'euros. Je pourrais rajouter également un chiffre que nous connaissons également, ce sont 60% des hôpitaux publics, 80% des CHU qui sont en déficit. Vous le savez également, lorsque au vote, le moment tout va bien. La LFSS de compromis, une aide financière a été apportée aux hôpitaux publics puisque le gouvernement l'a proposé, le Parlement l'a voté
un ONDAM pour les établissements financiers qui a été rehaussé de 850 millions Objectif national d'euros. de dépenses d'assurance maladie. Ce rehaussement a permis cette année, c'était une demande de nos hôpitaux, d'avoir des tarifs hospitaliers qui sont stables et qui en plus ont été fixés dès le mois de janvier, plutôt que comme les autres années au mois de mars, qui a permis de donner à nos hôpitaux une visibilité qu'ils demandaient. Vous l'avez rappelé également, et c'était un objet important de votre question, sur les délais de paiement qui sont allongés du fait de ces difficultés financières dans les relations entre les hôpitaux et leurs fournisseurs. Et c'est la raison pour laquelle la ministre de la Santé a décidé d'inviter les fournisseurs et les organisations patronales au ministère pour justement échanger et faire un diagnostic partagé de ces situations que vous avez évoquées. Nous devons, de toute façon beaucoup plus large que ces questions-là, avoir une réflexion approfondie sur l'efficience globale de notre organisation hospitalière. Et le cap du gouvernement est parfaitement clair, c'est comment redresser durablement la situation financière de nos hôpitaux. Je vous remercie. Il faut un cap clair. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je répète, c'est une question économique, sociale, mais aussi morale et politique, d'autant plus que c'est une question de cohérence gouvernementale, puisqu'au même moment, votre ministre, votre collègue, Monsieur Serge Papin, lance une campagne de communication pour traquer les mauvais payeurs, responsables, je cite, d'un quart des faillites. Et donc, détourner les yeux, ce serait une forme de « faites ce que je dis et pas ce que je fais », et cela ne participe jamais à la crédibilité du gouvernement ou de l'État. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Bruno Belin pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je salue votre engagement sur Collège en progrès et je ne doute pas de votre bonne volonté. Mais quel constat, quelles lacunes décrivent par les enseignants eux-mêmes quand ils parlent de leurs élèves de 3e, lesquels subissent parfois en plus une situation familiale et sociale catastrophique qui les éloigne encore un peu plus de l'accès au savoir. Vous avez, comme moi, entendu les témoignages de ces enseignants la semaine passée à Châtellerault. Et d'ailleurs, à ce titre, vous avez annoncé une redistribution des fonds sociaux. Pour qui, quand, comment? Et nous n'aurions pas besoin de collège en progrès si nous avions école sans regret. Et là, on en arrive au débat des cartes scolaires. Encore, vous allez me dire, mais c'est tellement insatisfaisant. Alors vous allez encore répéter la démographie, où je fais avec les moyens que me donne le Parlement. Non, stop. La réalité, c'est des maires qui, le lendemain de leur prise de fonction, ont appris, parfois par un mail, la fermeture d'une classe dans leur commune. Et là, vous ne pouvez pas me parler de concertation pour les nouveaux maires, vous ne les connaissiez pas. Les maires demandent du temps. Et en milieu rural, les enfants, dans les transports scolaires, eux, passent beaucoup trop de temps. Alors il y a ce principe de réalité auquel il faut absolument apporter une réponse sur ce paramètre des transports scolaires dans les territoires ruraux. Il faut une différenciation territoriale. Il faut que vous puissiez prendre en compte la répartition des classes en fonction de l'espace. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous proposer des cartes scolaires qui prennent enfin en compte ce que subissent les enfants avant d'aller à l'école, ce qui suppose le maintien et le besoin de classes en milieu rural? Oui, en plus vénère, ouais. La parole est... Mais je suis d'accord. Je pourrais fermer les yeux, modifier un peu la voix et on entendrait François. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Belin. Nous sommes Alors, venus effectivement la semaine dernière dans la Vienne. 2 éléments de réponse. D'abord, sur on ne veut pas tout savoir sur votre vie privée. Hein. Je n'aurai jamais le beau rôle dans cette histoire, puisqu'il y a effectivement 4000 suppressions de postes. D'ailleurs, dans cette enceinte, à un moment, a été discutée l'hypothèse de les passer à moins 8000. Et c'est moi-même qui ai défendu. Et c'est les Républicains qui mettaient ça sur la table. Collectivement à une hypothèse que je qualifie. Et Bruno Belin, il est de quel groupe? Oh, les Républicains. Et ne faire ni zéro. Comme par hasard. Zéro, c'est suicidaire, parce que dans 7-8 ans, on n'aura plus besoin de professeurs. Si jamais on fait ça. Eh bien, c'est génial. Et c'est d'ailleurs ce que vous n'avez Il n'y a plus besoin de recruter des profs dans 8 ans. Problème, allons-y. L'amplification de ce que vous décrivez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Il n'y a que moi que ça choque. Et à nouveau de répondre par des chiffres. Vous vous rendez compte, si on ne supprime pas des postes, on n'aura plus de difficultés de recrutement dans 7-8 ans. On ne peut pas dire qu'en France, on ne tient pas compte de cette réalité. Nous avons autant d'écoles publiques en France qu'en Allemagne, en Royaume-Uni et en Italie réunies. Pourquoi? Parce que depuis Guizot, ça remonte à Guizot, le pari que nous avons fait de notre contrat social, c'est d'avoir une école qui est implantée territorialement à un maillage très fin.
Et vive la Troisième République pour ça. Voilà, merci la Troisième. C'est ce qui est en train de se passer. Pour l'école publique. On ne peut pas ne pas au bout d'un moment tenir compte. J'ai vu des élèves de CM2 avoir fait toute la scolarité en étant les seuls de leur niveau et en ayant eu tout et pour tout 2 professeurs. Ce n'est objectivement pas une bonne perspective pédagogique. Et donc il faut qu'on retravaille, et ça je suis d'accord avec vous, sur l'aménagement du territoire. Il ne faut pas que les classes soient toutes seules, un petit peu de temps, mais parce que sinon elles seraient trop efficaces. Aujourd'hui, au niveau national, 50% des fonds sociaux ne sont pas consommés parce qu'ils sont ventilés sur tous les établissements et qu'une bonne partie d'entre eux ne les consomment pas. Je trouve ça absolument, à titre personnel, inadmissible, en tout cas pas acceptable de la part du ministère. Et donc ce qu'on va faire, je l'ai dit, c'est qu'on va récupérer les fonds sociaux qui ne sont pas dépensés dans les établissements, notamment qui sont des établissements plutôt favorisés, pour les remettre, donc 25 millions d'euros, pour les remettre sur les 800 collèges en question en particulier. Donc 25 millions d'euros sur les 800 collèges sera fait pour la rentrée scolaire et donc au profit de leurs élèves. Je vous remercie. Donc on déshabille Pierre pour habiller Paul. Quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Pour la carte scolaire, Monsieur le Ministre, ce qu'on vous demande, c'est une différenciation territoriale. Nous vous demandons de classer toutes les zones de ruralité en zones d'éducation prioritaire. Nous vous demandons une loi montagne pour toutes les campagnes. Nous vous demandons d'arrêter de prendre les ruraux et de les traiter comme les agglos. Merci. Merci. La parole est à notre collègue. Je crois qu'en fait, Édouard a bugué. Racignin. C'est ChatGPT, il a bugué et il s'est mis à sortir n'importe quoi. Comme vous savez, quand vous avez des prompts bizarres sur ChatGPT. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le 16 mars dernier, le média Disclose révélait l'utilisation par les forces de l'ordre depuis 2022 d'un logiciel de reconnaissance faciale sur leur téléphone, notamment lors des contrôles d'identité. La CNIL a d'ailleurs annoncé hier une série de contrôles sur ces téléphones. D'après cette enquête, il est possible pour un policier ou un gendarme de prendre en photo par son téléphone de service Néo une personne dans la rue pour obtenir en quelques instants toutes les informations personnelles qui le concernent, photos, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Cette identification par reconnaissance faciale est rendue possible par une connexion directe avec le fichier de traitement d'antécédents judiciaires, le TAJ, qui rassemble les données de quelques 17 millions de personnes, soit parce qu'elles ont été mises en cause dans une enquête, soit parce qu'elles ont été victimes d'infractions. C'est pas le fichier où normalement il n'y a que les officiers qui y ont accès. Le contrôle d'identité est une pratique totalement illégale. Monsieur le ministre, j'ai donc 3 questions simples. Qui a décidé ou permis le déploiement de la reconnaissance faciale sur les téléphones de service Néo et son rattachement au fichier TAJ? Depuis quand êtes-vous informé de cette utilisation illégale à grande échelle par les forces de l'ordre et quelles instructions avez-vous prises depuis les révélations de Disclose pour mettre fin à ces pratiques illégales? Alors, Laurent, on écoute la réponse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, effectivement, il y a des révélations de Disclose. C'est une journaliste qui nous a contactés pour nous informer, nous indiquer qu'il y avait des informations très précises sur le fait que les fonctionnaires de police, à partir de leur application Néo, consultaient à l'occasion de contrôles d'identité le TAJ au moyen de la reconnaissance faciale pour pouvoir identifier des individus. Regardez comment ils minimisent. Ça a été dit par mes prédécesseurs, ça a été dit par les directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale. Cette pratique n'est pas légale. Cette pratique n'est pas légale. Nous l'avons dit à la journaliste de Disclose, qui pense avoir déniché tout un tas de cas assez importants. Je n'ai pas à rappeler les instructions, qui sont des instructions permanentes. Il y a des instructions des 2 DG. Je crois que les dernières sont pour l'une des directions de 2023 et l'autre de 2025. Cette pratique n'est pas légale. Okay, donc on ne l'utilise pas pendant les contrôles d'identité. Donc moi, je lis les médias, comme tout le monde, je découvre que la CNIL est saisie, on a vérifié, la CNIL est effectivement saisie, et mènera des enquêtes au sein du ministère de l'Intérieur, nous verrons bien. Je vous le dis, cette pratique n'est pas légale, donc il n'y a aucune raison que je la cautionne, je la dénonce, elle n'est pas légale. En revanche, cette application, elle existe. En revanche, il va laisser faire. Elle existe pourquoi? Parce qu'en matière judiciaire, on peut utiliser la connexion, et y compris la reconnaissance faciale. Et c'est heureux parce que ça nous permet quand même d'interpeller et d'arrêter beaucoup de délinquants quand même, et d'identifier des individus souvent dangereux. Donc c'est une c'est une technique qui n'est pas, encore une fois, elle n'est pas permise pour les contrôles d'identité, elle n'est permise. Ça y est, on a fait bugger Nunez aussi. Il y a des instructions qui le rappellent, et j'attends l'enquête que va mener la CNIL pour, le cas échéant, renouveler ces instructions. Mais oralement, je l'ai évidemment déjà fait aux 2 directeurs généraux. Je l'ai déjà fait aux 2 directeurs généraux. Voilà ce que je peux vous dire, Madame la sénatrice. 1, je vous confirme que ça n'est pas légal. 2, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et si ça devait être le cas, je prendrai les mesures qui s'imposent.
C'est-à-dire ne rien faire. Bon, on a fait bugger Laurent Nunez. Après Édouard Geffray, c'est Nunez Merci, qui Monsieur bug. le Président. En 2023, déjà, il avait été révélé l'utilisation de l'application de reconnaissance faciale BriefCam par les forces de l'ordre et vraisemblablement, rien n'avait été fait depuis pour protéger nos libertés publiques. C'est donc pas la première fois que cela arrive. J'espère donc effectivement qu'il y aura une coopération totale du ministère de l'Intérieur avec les enquêtes qui vont être menées par la CNIL et que si ces pratiques sont bien avérées, qu'il y aura des sanctions lourdes. Merci. La parole est à notre collègue Agnès Evren pour le groupe Les Républicains. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Depuis 2015, des élus parisiens comme Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, mais je te connais, toi. alerté sur des faits d'une gravité exceptionnelle dans le cadre des temps périscolaires à Paris. Les faits sont connus et documentés, Monsieur le ministre. Près de 200 animateurs du périscolaire ont été suspendus à la suite de signalements pour maltraitance, agression sexuelle et viol. Des agents de la ville de Paris, dans des écoles publiques parisiennes, sur des enfants de 3, 4 et 5 ans, des tout-petits de maternelle. Alors certes, l'État n'est pas responsable. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le ministre, ce matin sur RTL, le recrutement relève de la ville de Paris et il appartient bien à la ville de Paris de mieux contrôler ses agents. À ce qui paraît, ils ont lancé une commission d'enquête là-dessus, la ville de Paris. La responsabilité juridique incombe à la ville de Paris, la responsabilité politique à la municipalité. Malheureusement, force est de constater que cette affaire n'a pas fait grand bruit. L'omerta règne à Paris. Il n'est pas possible d'en rester là, de faire preuve d'autant d'indulgence, d'un tel deux poids deux mesures en comparaison à d'autres scandales, pourtant parfois plus lointains et anciens. Alors, Monsieur le ministre, si l'État ne gère pas directement le périscolaire parisien, il peut agir. Alors, ma première question est très précise. Quand des enfants sont violentés, violés, maltraités par des agents publics, dans des structures publiques, et que la collectivité responsable a été alertée pendant des années sans agir, pourquoi l'État ne se constitue-t-il pas partie civile contre la ville de Paris ? Par ailleurs, l'État peut mandater des inspections via des organismes comme l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour vérifier d'abord les conditions d'encadrement des enfants, pour examiner les procédures de recrutement, pour identifier d'éventuelles défaillances mais il n'y a plus assez graves d'inspecteurs. Et en cas de faits pénalement répréhensibles, de saisir la justice. Alors ne faut-il pas aussi durcir le cadre réglementaire, exigence de qualification, BAFA, formation obligatoire, ou contrôle d'honorabilité plus strict? Il en va de nos enfants, Monsieur le ministre. Les parents attendent des réponses, pas demain, aujourd'hui. Je vous remercie. Sur ces questions-là, si les établissements se faisaient contrôler, il faudrait 500 ans pour tous les contrôler, avec notre nombre actuel d'inspecteurs de l'éducation nationale. Évidemment, la première chose... Merci Macron, d'ailleurs, d'avoir supprimé ces postes-là aussi. Et pas seulement de fonctionnement administratif, on parle de crimes commis sur des mineurs. Deuxième élément, l'enjeu collectif pour nous tous, et je réponds à la fois au nom de Marina Ferrari et de moi-même, puisque nous sommes tous les deux compétents sur le sujet, c'est bien de faire en sorte que l'école soit une bulle de sécurité de la porte à la porte. Quand un parent dépose son enfant le matin à la porte de l'école, et avec cette petite pointe de soulagement quand il le voit passer la grille, la pointe de soulagement vient du fait que son enfant est réputé intégralement protégé dans sa personne comme dans son intégrité. Donc à partir de là, la réponse, elle doit être extrêmement ferme et sur le scolaire et sur le périscolaire. Et j'ajoute, sans qu'on puisse répondre chat perché, quand il y a un problème en disant non, ça s'est passé à 12h01, c'est du périscolaire, non, ça s'est passé à 11h59, c'était du scolaire. C'est pas le seul. Doucement, Édouard, quand même, avec les jeux de mots. La protection de nos enfants. Sur ce sujet-là, pour la partie périscolaire, d'abord, les contrôles d'honorabilité sont bien prévus. Il y a 1 800 000 contrôles d'honorabilité qui sont faits chaque année, sous le contrôle de Marina Ferrari. Et les contrôles ont été augmentés de 70% depuis 2022 dans les périscolaires et dans les centres d'accueil de loisirs. Et il y aura 100 ETP supplémentaires qui seront dédiés cette année à cette situation-là. Lorsque nous détectons dans ce cadre un certain nombre de faits, ou lorsque nous avons connaissance de faits côté éducation nationale, nous faisons évidemment des signalements article 40. J'ai demandé à ce qu'on expertise la question de partie civile pour pouvoir venir à l'appui. Ça suppose d'être soi-même victime. Et donc, on n'est pas sûr actuellement qu'on puisse nous-mêmes, en tant qu'État, se porter partie civile lorsque des enfants sont victimes dans le périscolaire. Donc, signalement article 40, oui. Partie civile, pas forcément. Dernier point sur la partie scolaire et dans le fond sur la partie école en général. Vous savez que j'ai nommé ce matin même une déléguée
à la protection de l'enfance à l'école, de la porte à la porte, qui justement sera compétente au-delà des distinctions et des frontières administratives juridiquement pertinentes, mais pas toujours compréhensibles de la part de tous. D'autre part, nous renforçons le contrôle d'honorabilité dans le cadre du projet de loi protection de l'enfance, visant notamment à avoir des listes noires de personnels qui ne doivent pas pouvoir être réembauchés à l'école ou dans le périscolaire. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Christina Pluchet pour le groupe Les Républicains. Allez, la dernière question des Républicains pour aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. La cigale, ayant dépensé tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise d'Ormuz fut venue. Monsieur le ministre, ne seriez-vous pas un peu comme cette cigale ? Alors, il y a d'abord votre imprévoyance en refusant d'assainir nos finances publiques. Vous avez refusé les économies proposées depuis des années par le Sénat, celles qui auraient donné à la France des marges de manœuvre pour mieux traverser les temps de crise. En réalité, vous avez préféré votre survie politique et recouru au clientélisme parlementaire, quitte à hypothéquer l'avenir, allant même jusqu'à suspendre la réforme des retraites. Et puis, il y a votre incohérence. Aujourd'hui, vous refusez de toucher à la fiscalité sur les carburants afin de préserver les recettes de l'État, mais vous annoncez du chômage partiel. Autrement dit, vous préférez accompagner le ralentissement de l'économie plutôt que de réduire la fiscalité sur les carburants pour redonner du souffle à nos entreprises et encourager le travail. Pourtant, d'autres pays européens qui ont su assainir leurs finances publiques ont pu faire des choix fiscaux plus opportuns pour soutenir leur économie. Nous, en raison de vos mauvais choix, nous sommes à la corde. Alors mes questions sont simples. Quand allez-vous enfin réduire sérieusement les dépenses de l'État pour se donner les marges nécessaires pour faire face aux crises ? Et que comptez-vous faire pour protéger véritablement tous les Français qui travaillent ? Merci. Eh ben, en voilà une économie. Boum, plus de Sénat. Allez, on supprime le Sénat, pas d'élection sénatoriale. Hop. Merci, monsieur le Voilà, c'est fini. On va faire de sacrées économies. Vous avez tout à fait raison de parler d'impératif de maîtrise du déficit. Parce que ce que j'ai eu l'occasion de le dire ici même la semaine dernière, c'est que les consommateurs ne paient pas à l'instant T, les consommateurs à moyen et long terme. C'est pour ça que très intéressant ce lapsus. À toute baisse massive de taxes, évidemment à toute mesure d'économie administrée, comme ce que certains nous demandent sur le blocage des prix. Et je note que vous parlez de fiscalité dans votre question, mais si on fait attention au déficit, on ne peut pas massivement baisser la fiscalité. Vous savez que certains nous demandent une baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques à 5%, c'est 12 milliards d'euros. Alors, en valeur absolue, j'entends bien ce que ça rapporte aux contribuables, ce que ça rapporte aux consommateurs, mais enfin, il faut nous dire où est-ce qu'on trouve l'argent. Et en l'état, avec 5,1% de déficit, nous n'avons pas les moyens de ce type de baisse. Mettons la retraite à 87 ans. Quant au chômage partiel, le chômage partiel, c'est précisément fait pour accompagner les entreprises à passer le cap et éviter qu'elles ne mettent la clé sous la porte. Et c'est donc des mesures qui, à long terme, sont vertueuses pour l'économie et qui, par ailleurs, atteignent un montant maximum estimé d'environ 70 millions d'euros. Donc on est sans commune mesure par rapport aux baisses de fiscalité qui sont demandées par ailleurs. Non, les réponses qui sont mises en avant me semblent, en tout cas dans un premier temps, des réponses qui sont justes. Aider les secteurs les plus en vous êtes en train de supprimer votre Sénat les pêcheurs pour en Belgique. Plus soutenable d'aller en mer. C'est à ça que le gouvernateur faisait référence. Aider via des mesures de trésorerie, c'est aussi des mesures d'urgence qui sont utiles et qui sont par ailleurs demandées par les filières. Demain, peut-être aider des professionnels du soin qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, les Français qui travaillent et qui font beaucoup de kilomètres, ça c'est des mesures nécessaires. On ne peut pas baisser la fiscalité de façon générale sans avoir des répercussions massives, là encore, sur les finances publiques que vous soulignez à juste titre. Ça bafouille sur la réponse. Merci, Madame la Ministre. Moi, je pense qu'en réalité, les propositions que vous avez données sont plutôt des petites mesurettes qui sont assez périlleuses, en fait, pour l'avenir de nos entreprises. Je pense que pour résoudre un problème, il faut identifier en tout cas ses causes profondes. Et vos réponses aujourd'hui ne vont rien résoudre en la problématique de la volatilité des prix à la pompe en temps de crise. Alors moi, je vous invite, enfin je pense qu'il serait temps de réviser cette fiscalité des carburants pour protéger les Français qui travaillent. Merci. Ouais, c'est facile de faire de l'incantatoire. Je rappelle que les Républicains sont au gouvernement. La réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Vous avez la parole. Allez, on termine par un RN. Comme d'habitude, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur.
À Marseille, Comment il a le fait la groupe gueule, Gérard Larcher. Riposte antifasciste vient de lancer un Balance ton facho, un formulaire qui encourage les militants à recueillir, je cite, l'identité d'un facho dans sa fac et son lieu de travail. En septembre déjà, les mêmes antifas marseillais collaient des affiches avec des renseignements personnels sur des militants de droite. Entre-temps, des militants de la jeune garde antifa ont tué un opposant politique en plein jour, à Lyon. Cette escalade de la violence d'extrême gauche est inexorable car elle s'auto-justifie en accusant de fascisme tout ce qui ne vient pas d'elle. Fait nouveau, la violence s'exprime désormais aux élections. Quand l'extrême gauche gagne, ses militants brutalisent physiquement les vaincus. On l'a vu à Vaux-en-Velin, à Creil, à Mantes-la-Jolie, au Blanc-Ménil, chez notre collègue Thierry Ménien, que j'assure ici de mon soutien. Quand l'extrême gauche perd les élections, ses petites mains couvertes de sang sèment la terreur dans la rue, comme à Rieux-la-Pape ces derniers jours, ou saccagent la mairie comme à Fresnes samedi dernier. La violence politique ne vient pas du camp national, mais exclusivement de l'extrême gauche. Même si beaucoup de maires violemment remplacés aux élections sont responsables de s'être menti à eux-mêmes et d'avoir menti aux Français sur les bienfaits du communautarisme, ces actes sont sans précédent. Et à ceux qui se sentent à l'abri, sachez que votre tour viendra si rien ne change. Faut croire. Il ne suffit pas de prendre conscience du parti Voilà. révolutionnaire et de l'ambiance séditieuse. Non, mais la post-vérité, Il faut prendre des mesures fermes pour stopper l'avènement de cette nouvelle France, très intéressant à qui n'est observer. rien d'autre que l'anti-France. Imaginez, mes chers collègues, si ce déferlement de menaces physiques venait du camp d'en face, le système politique et médiatique et judiciaire serait intraitable. Alors, monsieur le ministre... Parce que justement, la violence vient de l'extrême droite et que vous bénéficiez de la complaisance du milieu médiatique. De la France, et alors que Raphaël Arnaud, chef de la milice Antifa, ose faire son retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui même, quand comptez-vous inscrire les mouvances Antifa sur la liste des organisations terroristes et que prévoyez-vous face aux intimidations et violences à venir le soir du second tour de l'élection présidentielle, quel que soit le scénario? Oh la vache, mais on est dans une autre dimension. Merci là. beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Il Messieurs a les sénateurs, tout Monsieur le interverti sénateur. à dessein. La question est très vaste, très vaste. Elle embrasse. puis j'en connais un qui se frotte les mains d'avance. Les violences urbaines dont on parlait tout à l'heure à Fresnes jusqu'à l'ultra-gauche, c'est très vaste. Donc je ferai une réponse très claire et très précise, mais il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion dans tout ce que vous venez de dire. Mais moi, j'ai des certitudes. La certitude, d'abord, c'est qu'on lutte de la même façon contre l'ultra-droite et contre l'ultra-gauche. Il y a effectivement des mouvances d'ultra-gauche. Vous en avez cité une, la Jeune Garde, qui, je le rappelle, a été dissoute. Je vous le rappelle. Il n'y a plus de Jeune Garde. Une procédure de reconstitution pour Ligue dissoute, que les services de renseignement travaillent sur ces structures, que nous engageons des actions judiciaires et que ces mouvements sont suivis. Je vous le redis, je vous le rappelle. Bon. Je vous laisse la responsabilité du propos que vous avez utilisé quant à l'agression de la Jeune Garde sur ce que, j'ouvre les guillemets, vous avez qualifié d'opposant politique. Je vous laisse la responsabilité de oui, c'est un facho. La justice dira ce qu'il en est également. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tout autant attentifs à l'ultra-droite. Et je peux, vous le savez très bien, puisque vous oui, mais l'extrême droite, non, il faut absolument pas lutter, il faut l'accompagner. Voilà. Qualifier les Jeunes Gardes ou d'autres mouvements d'ultra-gauche comme mouvements terroristes. Je ne résiste pas à l'envie de vous rappeler que depuis ces dernières années, les dossiers qui ont été ouverts au parquet national antiterroriste au titre des mouvances ultra, vous en avez plus d'une quinzaine pour l'ultra-droite et vous en avez un pour l'ultra-gauche. Bim! On voit tout le monde dos à dos. Allez. Ça fait bien, des fois, parfois, ça fait du bien de rappeler les chiffres. Mange tes dents, Ravier. Ça fait du bien de rappeler les chiffres. Il faut être très précis quand on parle de ça. Oui. Il n'y a pas de mouvance ultra qui l'emporte sur l'autre. Il faut condamner les deux. Et j'attends d'un sénateur de la République qu'il condamne et la mouvance ultra-droite et la mouvance ultra-gauche. Parce que la violence n'a pas sa place en démocratie. Ah, mais ça, c'est trop demandé, ça. Voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour des désignations suivies de l'examen du projet de loi portant transposition de l'avenant du 25 février 2026 au protocole d'accord de 2023 relatif à l'assurance chômage. La séance est suspendue.
Et c'est surtout la fin de notre séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était n'importe quoi la séance d'aujourd'hui là, entre la sénatrice macroniste qui engueule le gouvernement, question de l'esclavage. Qu'est-ce qu'on a eu, la carte scolaire, les prix du carburant. J'ai vraiment l'impression qu'on était dans une autre dimension pour le coup. Et c'est vrai que c'était très particulier. Comme je disais, et je le disais déjà la dernière fois, mais on le voit transparaître de plus en plus. Les sénateurs sont véritablement, et sur tous les bancs finalement, et ça s'observe bien, ils sont inquiets de leur réélection. Moi, je suis en train de faire mes petits calculs de mon côté, comme je disais, pour essayer de calculer ce que donnerait un Sénat à horizon du 1er octobre 2026, quand on connaîtra la composition du nouveau Sénat. J'ai l'impression, moi mes calculs, j'arrive pas à aboutir à un truc qui soit très très précis, mais grosso modo, ça va grincer des dents sur tous les bancs du Sénat. Et je crois qu'on le ressent très bien. Et croyez-moi, parce qu'il reste encore 5 mois avant les élections sénatoriales, croyez-moi que ça risque fort d'aller en cascade. Et je trouve ça particulièrement, j'ai envie de dire... jouissif, on va dire ça comme ça, de voir ça du côté d'un Sénat qui n'a de cesse constamment de dire que eux sont la chambre de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité, face à une Assemblée nationale qui est beaucoup trop vociférante, qui est beaucoup trop vocale, qui s'exprime finalement et qui exerce son rôle de représentant de la nation, de représentant de la majorité et de représentant de l'opposition, s'affrontant argument contre argument. Et voilà, donc je trouve ça très, très, très jouissif de voir un petit peu le retournement de la situation vis-à-vis du Sénat. J'aurais été élu sénateur en septembre 2026, je n'aurais pas manqué de le rappeler, mais ce ne sera pas pour 2026 pour ma part. Bref, YouTube, j'espère que vous avez apprécié cette séance absolument lunaire de questions d'actualité au gouvernement. Il y en a une de temps en temps, j'ai l'impression en fait que oui, c'est lié au cycle de la Lune, mais que tous les 3 mois, le Sénat pète un câble, retourne tout, et nous on est comme ça en mode, est-ce que c'est un camoulox géant ou quoi ? Mais voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous invite, si vous avez des remarques à faire, à vous exprimer dans les commentaires. Ils sont toujours là pour ça, dans le respect des uns et des autres et dans le respect du temps de parole, comme dirait Gérard Larcher, voilà, finalement. Et surtout, je vous invite à liker cette VOD, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour vous, si vous ne voulez pas rater la suite, et bien sûr à partager et à booster cette vidéo si vous la regardez sur téléphone. Voilà, tout ça, l'algorithme en raffole, et donc, par extension, moi aussi. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.